sommes samedi 29 octobre 2022, le moment pour nous de revivre l'essentiel de l'actualité de la semaine. Au sommaire de cette édition, un congrès d'investiture sera tenu le 13 novembre prochain. Une annonce faite par le président du grand parti Malick Gakou à l'occasion d'une rencontre tenue à son siège mardi dernier. Jam Morgan, troisième mandat, la paix vaut mieux que le troisième mandat. Voilà la plateforme créée par des organisations citoyennes afin de barrer la route à un éventuel troisième mandat du président Macky Sall. Les violences faites sur les femmes connaissent une grosse augmentation ces dernières années au Sénégal. Les associations féministes ont joint leur force afin de tirer la sonnette d'alarme. C'était le mercredi dernier à la maison de la presse Babacar Touré. Et puis plus que 3 semaines nous séparent de la Coupe du Monde 2022. Les supporters des champions d'Afrique sénégalais affichent leur soutien total au sélectionneur national Aliou Cissé. Les pages internationales et sportives mettront fin à tout ceci. Bonsoir, bienvenue à tous. Je vous l'annonçais dans le sommaire, dans une rencontre tenue mardi dernier à son siège avec la convention notamment de la région de Dakar, le président du grand parti Malick Gakou a annoncé la tenue d'un congrès le 13 novembre prochain. D'après lui, le congrès sera un moment de communion entre le candidat et les citoyens sénégalais. Suivez. Comme vous le savez, le grand parti prépare son congrès d'investiture le 13 novembre prochain à Dakar. Puisque, comme vous le savez, nous sommes un grand parti politique qui a des structures régulières qui ont décidé, après la déclaration de candidature du bureau politique, suivie de celle du comité directeur le 3 septembre dernier, le congrès du parti se réunira le 13 novembre prochain à Dakar pour investir le candidat du grand parti, le président Malick Gakou. C'est la raison pour laquelle la convention régionale de Dakar s'est réunie aujourd'hui pour manifester son adhésion totale et entière à la perspective de l'organisation de ce grand congrès. Un congrès qui sera un moment de communion entre le candidat Malick Gakou et le peuple sénégalais. Puisque vous le savez, l'élection présidentielle est un rendez-vous entre un candidat et son peuple. Ce sera donc un grand moment de retrouvailles des Sénégalaises et des Sénégalais autour des perspectives à travers lesquelles nous voulons inscrire notre action pour le Sénégal. C'est la raison pour laquelle je voudrais féliciter l'ensemble des membres de la région de Dakar qui vont manifester leur engagement, leur détermination, mais également leur enthousiasme à participer massivement à travers une forte mobilisation à ce grand congrès du 13 novembre. L'opposition, elle, continue d'enchaîner les tournées en vue de conquérir la confiance des citoyens sénégalais. Après le nommé tour du leader de PASTEF, Ousmane Sonko, place désormais au caïbok de Dietéfal. Le point avec la rédaction. L'opposition affûte ses armes en vue de l'élection présidentielle 2024. Ousmane Sonko est à Mbour depuis une semaine dans le cadre d'une tournée dénommée Nemmeeku Tour, dont l'objectif est de parcourir toutes les régions du Sénégal. C'est au tour de son allié dans la coalition Yewwi Askan Wi, Déthié Fall, de lancer un périple vers la diaspora sénégalaise. Dans le cadre de l'opération Kaay Mbok, initiée depuis quelques semaines, je serai en tournée dans la diaspora à partir de demain, 26 octobre jusqu'au 13 novembre dans les villes suivantes: Casablanca, Fès au Maroc, Brescia en Italie, Anvers en Belgique, Bordeaux, Dunkerque, Lille, Paris, Mantes-la-Jolie en France, Athènes en Grèce, Madrid, Palma de Mallorca en Espagne, informe-t-il. Un prélude à l'annonce d'une prochaine candidature à la présidentielle, évidemment. Sur Jeune Afrique, le 6 septembre dernier, le mandataire national de Yewwi Askan Wi n'excluait rien. Beaucoup de personnes se mobilisent pour que je pose ma candidature, répond l'ancien numéro 2 d'Idriss
Idrissa Seck. C'est une question qui est à l'étude. Je ne tarderai pas à rendre ma décision publique. Je vous le disais également dans le sommaire, Jam Morgan, troisième mandat. La paix vaut mieux que le troisième mandat. C'est l'initiative lancée ce jeudi par des organisations politiques et civiles à travers une lettre ouverte. Ils demandent au chef de l'État, Macky Sall, à ne pas briguer un troisième mandat et surtout à respecter sa parole donnée. Son Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. Lettre ouverte pour le respect de la Constitution et de la parole donnée. Nous, citoyens sénégalais, mouvements citoyens, organisations de la société civile, organisations politiques, vous invitons solennellement à ne pas présenter votre candidature à l'élection présidentielle de 2024 par respect pour la parole donnée et par respect pour l'interprétation claire et sans équivoque que vous n'avez cessé de donner de notre Constitution. Vous avez prouvé votre volonté de renforcer nos acquis démocratiques en confirmant la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2, en verrouillant notre charte fondamentale en 2016. Nous saluons ce courage politique qui contribue à la stabilité du pays ainsi qu'à son rayonnement international. Excellence, vous avez su tirer les leçons de votre engagement personnel dans la lutte contre le troisième mandat, dont vous avez été le principal bénéficiaire en 2012. Nous vous rappelons vos déclarations très fortes, permettant de clarifier et de lever toute ambiguïté sur le sens de nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Verrou constitutionnel relatif à la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2. Justement, restons dans ce cadre. Le fondateur d'Afrikajom Center, Alioune Tine, membre de la plateforme citoyenne, s'est dit gêné de revenir encore une fois 10 ans après pour dire non à un troisième mandat. Il s'exprimait justement à l'occasion du lancement officiel de Jam Morgan, troisième mandat. Moi, je me sens très gêné aujourd'hui de revenir ici. C'est pour ça que j'ai dit aux jeunes, écoutez, c'est à vous d'y aller. J'ai refusé à plusieurs reprises de parler. Parce que c'est totalement absurde, 10 ans, 11 ans après, de répéter les mêmes choses. De dire non au troisième mandat. On l'a fait ensemble. On a manifesté ensemble. Et effectivement, c'est avec tous les gens qui se trouvent au gouvernement, la coalition actuelle, les partis les plus grands qui avons fait ce travail ensemble. Ça me gêne de revenir ici, d'être avec des jeunes qui disaient « Wade dégage », qui vont dire encore « Macky dégage ». Ça va polluer le débat national qu'on va avoir en 2024. Et ce débat, il est extrêmement important au moment où le Sénégal se trouve à la porte de la prospérité. Ce débat est important parce que les enjeux géopolitiques que créent le gaz et le pétrole, on le sait, sont des enjeux extrêmement élevés, qui ne dépendent pas exclusivement du Sénégal, mais qui dépendent d'autres. Donc nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin de calme, et nous avons besoin que le président de la République lui-même respecte sa parole donnée. Interpellé sur une éventuelle candidature du président de la République Macky Sall, le président du club Convergence Plurielle, en l'occurrence Abdoulaye Diallo, a choisi de faire la prudence avant de s'interroger sur ce qui pourrait empêcher le président de la République de se présenter en 2024. C'est une question à laquelle je m'interdis de répondre. Pour l'instant, encore une fois, vous avez entendu le président, le ministre d'État Abdoulaye vous le dire. Face aux caméras, hein? Il y a la liberté individuelle, il y a la liberté du citoyen. Hein? Le président Macky Sall n'a pas encore pris de décision, il n'a pas encore dit qu'il sera candidat. Et je ne vois pas qui pourrait lui dire que vous n'avez pas le droit d'être candidat. Mais après, c'est une institution de la République qui décidera de la validation d'une candidature. Ce n'est ni vous ni moi. C'est le Conseil constitutionnel qui décidera de qui pourra être candidat ou non. Mais bon Dieu de bon sang,
faisons ce que nous savons nous faire, mais laissons le Conseil constitutionnel faire son travail si demain le problème se posait. Économie, dans ce journal, le Sénégal intègre le club restreint des pays exportateurs de gaz. À partir de mardi dernier, selon Financial Afrique, il sera membre de Gas Exporting Countries Forum. L'organisation des pays exportateurs, appelée aussi l'OPEP du gaz. Le Sénégal sera d'abord observateur avant de devenir membre de plein droit à partir de 2023, quand le projet GTA va sortir les premiers mètres cubes des entrailles de l'océan. Comme l'année dernière, la cybercriminalité s'est invitée au Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Ainsi, le chef de l'État, Macky Sall, a insisté sur les dérives du numérique qui constituent, selon lui, une des menaces sérieuses à la paix et à la sécurité et à la stabilité des pays africains, suivant son Excellence. Les dérives du numérique, qui constituent aujourd'hui une des menaces les plus sérieuses à la paix, à la sécurité et à la stabilité de nos pays. Menaces d'autant plus difficiles à combattre qu'elles sont diffuses et protéiformes. Ainsi, à la cybercriminalité classique s'ajoute la frénésie quotidienne des réseaux sociaux, devenue une fabrique massive de fake news et de manipulation. Le monde réel est à la merci d'un monde virtuel qui répand à haut débit la tromperie, le populisme, le radicalisme, la haine et la violence. Autant de pratiques malsaines qui ne peuvent relever de la liberté d'opinion ou d'expression. Au demeurant, droit et liberté vont de pair avec responsabilité. Nul droit, nulle liberté ne donne licence d'attenter à la liberté, au droit et à la dignité d'autrui, ou de saper la cohésion sociale et la stabilité institutionnelle d'un pays. C'est dire qu'il y a urgence à réformer les moyens de lutte contre la cybercriminalité. Le 8e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité a été clôturé en présence de l'ancien président du Niger, Mohamed Issoufou. Madame Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères du Sénégal, pays hôte de la rencontre qui s'est tenue du 24 au 25 octobre dernier, est longuement revenue sur les recommandations du chef de l'État, Macky Sall. Suivez Madame le ministre. Ce forum a accueilli plus d'une trentaine de délégations ministérielles, auxquelles se sont ajoutées une dizaine d'institutions internationales, au nombre desquelles celles des Nations Unies, de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'Union européenne ou encore de l'OTAN, sans oublier les dizaines d'organisations non gouvernementales et de think tanks présents. Voilà donc l'éventail de représentation de ce forum. Qu'il me soit donc permis ici de remercier toutes les délégations étrangères, mais surtout les experts de haut niveau que vous êtes, qui ont contribué de façon considérable à la richesse des débats tout au long de ces 2 jours. Et vous le savez, mesdames et messieurs, les chefs d'État et de gouvernement présents à cette 8e édition ont tous plaidé pour une meilleure intégration africaine en vue d'un meilleur impact de l'Afrique dans les relations internationales et dans les niveaux de prise de décision. Ils ont tous appelé à relever ensemble les défis de stabilité et de souveraineté pour renforcer la résilience de notre continent face à toutes ces crises exogènes. Je me souviens de ce que le président Macky Sall avait dit. Il avait dit que la sécurité doit être gérée comme un volet du développement. Et que nous, Africains, parce qu'il n'est pas question, comme il l'a dit, que sous le prétexte de choc exogène, qu'on dilue notre propre responsabilité dans ce qui nous est quand même arrivé depuis longtemps. Dire que nous sommes absous de toute responsabilité, c'est faire la politique de l'autruche. Ça, c'est se mettre la tête sous le sable et ne pas voir la réalité. Bien sûr qu'en partie, nous sommes responsables, même si nous ne sommes pas responsables de tout. Donc, lui dit, nous devons commencer dans le budget national
a déjà affecté une part conséquente à nos politiques de sécurité. Et le reste maintenant viendra par l'apport de la solidarité et de la communauté. L'aviation militaire dans les conflits de basse intensité, voilà le thème autour duquel la communauté aérospatiale des armées de l'air des pays africains se sont réunis à Dakar ce mercredi 26 octobre. Ce forum qui s'est tenu sur 2 jours a vu la participation d'une vingtaine de chefs d'état-major d'armées de l'air africaines, d'où la satisfaction du ministre sénégalais des Forces armées. Je voudrais féliciter le chef d'état-major général des armées et le chef d'état-major de l'armée de l'air et évidemment toutes les forces armées sénégalaises pour leur mobilisation pour la réussite de cet événement majeur. Je voudrais me réjouir du défi de la mobilisation et de la participation qui a été relevé. On peut constater qu'il y a ici une représentation de toutes les armées du monde. C'est un signal qui est très fort, montrant ainsi la coopération exemplaire que les armées sénégalaises ont avec leurs partenaires et les pays amis qui les assistent dans leur travail, particulièrement dans les conflits de basse intensité. C'est le thème majeur de ce forum et il est important de recueillir les avis de chacun. Les recommandations que nous voulons aussi concrètes que possible, des recommandations réalistes pour que nous puissions les présenter au président de la République Macky Sall, chef suprême des armées, afin que des décisions opportunes et idoines soient prises de manière à ce que sur l'ensemble de ces questions, nos armées soient mieux formées, mieux équipées à répondre aux défis, particulièrement aux conflits de basse intensité. En bref et en image, lors de la réunion du Conseil des ministres de mercredi dernier, le chef de l'État a évoqué la préparation de la campagne et de la commercialisation agricole 2022-2023. Ainsi, il a demandé au Premier ministre de prendre toutes les mesures idoines afin d'assurer dans l'anticipation l'application des mesures nécessaires au bon déroulement de la campagne de commercialisation des productions agricoles, avec la fixation rapide des prix aux producteurs concernant l'arachide. Il a également invité les ministres en charge de l'agriculture et du commerce à proposer dans les meilleurs délais un schéma adéquat de commercialisation au profit des producteurs et de leurs coopératives. Le ministre des Finances et du Budget, Moustapha Ba, était lundi dernier devant la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale. Ainsi, pour examiner le projet de loi de finances 2023, une occasion saisie par l'argentier de l'État pour évoquer la question de rationalisation de la mise à disposition des véhicules au Parlement. D'après Libération, il est prévu que les députés simples ne bénéficient plus de véhicules de fonction. À la place, ils auront une indemnité de transport estimée à 700 000 francs CFA. La République du Sénégal a célébré jeudi dernier la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. La direction de la cinématographie, en association avec le ministère de la Culture et du patrimoine historique, sont dans le but de renforcer la notoriété du secteur de l'audiovisuel. Nous suivons le point avec Pendagé. Dans le cadre de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel célébrée ce jeudi 27 octobre, la direction de la cinématographie du Sénégal, le ministère de la Culture et du patrimoine historique compte marquer la journée. La direction de la cinématographie de cadre à cet événement qui est organisé a servi pour l'occasion au menu de la présentation des collections, des actualités, des projets, de films numérisés, des photos entre autres. Une visite guidée du laboratoire a été l'ordre du jour. À noter que la célébration de cette journée coïncide avec le 30e anniversaire du programme Mémoire du Monde. La célébration se déroulera
du 27 octobre au 5 novembre 2022 sous le thème mobiliser le patrimoine documentaire pour promouvoir des sociétés inclusives, justes et spécifiques. Puisqu'on parle d'audiovisuel, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie a réuni les acteurs des médias pour échanger sur la problématique des médias publics et leur avenir dans un contexte de pluralité médiatique, dit Mati Fall, journaliste et juge au tribunal des pairs du CORED, a saisi cette opportunité pour faire part de ses inquiétudes sur la nouvelle génération de journalistes. Suivez. Donc, ceux qui diffusent sur YouTube ou tout ça, moi, je ne peux pas considérer que ce soit de l'information. C'est de l'auto-information. C'est une information qui n'est pas régulée. Le malheur, c'est qu'il y a des gens qui conçoivent ça comme information et donc je ne considère pas ça comme de l'information. Malheureusement, il y a des gens que ça peut affecter parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le niveau requis pour savoir ce qu'est une information et ce qui n'est pas une information. C'est la liberté d'expression qui permet ça. C'est la liberté d'expression qui permet ça. N'importe qui peut ouvrir une chaîne YouTube, n'est-ce pas? Donc c'est le rôle des médias, pour remédier à ça, de former l'opinion publique, en disant attention, voilà, c'est ça la vraie information, et en traitant l'information sérieusement. Quand vous prenez une information sérieuse et que vous la traitez de façon informative, là vous autorisez ce genre de dérive-là. Vous voyez parfois à la une des journaux des informations très sérieuses qui sont traitées de façon très, très légère, on va dire, très légère. Et c'est à vous aussi, c'est aux journalistes aussi. Vous aimez tellement, je ne sais pas, vendre vos organes ou vos journaux que vous traitez n'importe quoi, vous invitez n'importe qui. Je suis choquée quand je vois sur les plateaux de télé des gens qui ont été accusés de meurtre ou d'assassinat et qui paradent sur les plateaux de télévision. Qui c'est qui les invite? C'est vrai que, oui, c'est les journalistes qui les invitent, mais c'est vrai que on peut accomplir sa peine, on peut être condamné à accomplir sa peine et puis changer. Mais vous invitez sur vos plateaux des gens qui passent leur temps à débiter des fake news, des contre-vérités, et puis au fond qui ne disent rien d'intéressant pour les populations. Et puis après les régions de Kaolack et Mbour, Dakar a accueilli mercredi dernier la campagne de vulgarisation Tabax Suñu PPP ngir Tabax Suñu Réew destinée aux collectivités territoriales. L'atelier a été organisé par le ministère de l'économie, du plan et de la coopération à la grande satisfaction du maire des HLM. Suivez. Je suis venu à un atelier du ministère de l'économie que préside le gouverneur de Dakar. Cet atelier est d'autant intéressant et important pour nous maires parce que ça nous appelle à mieux comprendre le partenariat public-privé. Comme vous le savez, nous l'avons toujours dit que nos budgets sont très limités et donc pour faire face à tout ce que nous devons faire, un financement alternatif est nécessaire et que ce financement-là est aujourd'hui en réalité un public-privé qui nous permettra de mieux gérer, de mieux travailler dans les communes dans lesquelles nous sommes. Société, dans ce journal, les violences faites sur les filles et femmes redeviennent encore plus nombreuses dans notre pays. Dans la banlieue de Dakar ou même à l'intérieur du pays, les viols et parfois suivis de meurtres sont encore incalculables. C'est quoi les causes et quelles solutions pourrions-nous apporter à cela? Suivez le reportage. Attouchement sexuel, tentative de viol ou encore viol, c'est malheureusement devenu des expressions banalisées et pourtant ça continue de plus belle dans notre pays. Ce crime est aujourd'hui commis sur des mineurs et par des individus qui parfois vous sont très proches. José lui explique en fait les jeunes filles contribuent sans savoir à l'expansion de ce phénomène. Moi je pense que c'est peut-être la victime est peut-être la cause de ce qui arrive. Ça peut être cela, mais ça peut ne pas également l'être. Parce que si je dis que la victime est la cause de ce qui arrive, c'est que c'est peut-être la façon dont la personne s'habille en fait. Donc elle est peut-être très séduisante, elle est peut-être, si vous voulez, comme on le dit, sexy et tout, fait en sorte que souvent les gars peuvent donner beaucoup plus d'attention envers la personne. Et voilà, ça peut également attirer ce genre de comportement. Je pense que pour éviter cela...
La cause féminine pourrait alors freiner le fléau. Khadi ne dit pas le contraire, puisque l'un dans l'autre, la prévention vaut mieux que la guérison. La cause de ces viols sont parfois occasionnés par les filles elles-mêmes. C'est l'habillement, le manque de soutien économique et aussi il y a également des hommes irresponsables qui abusent d'elles. Donc les filles doivent être seules maîtres de leur corps. Sur la question des solutions, ce serait important et très urgent de sensibiliser tout le monde, comme le dit José. Sensibiliser les deux sexes, si vous voulez. Les garçons doivent être sensibilisés de sorte que la personne n'ait pas la, si vous voulez, la volonté ou bien le vouloir à se mettre la main sur une fille, d'accord, parce que de toutes les manières, cette fille n'est pas sa femme, donc déjà dans sa tête, il faudrait avoir, pour avoir l'accès à une femme, il faudrait que ça soit sa propre femme, si vous voulez. Donc peu importe la façon dont cette personne doit se comporter, s'habiller tout et tout, bon, le garçon ne doit pas tenir compte de cela. Même son de cloche, ce Khadi, sauf qu'il faut mettre un accent particulier sur la punition du violeur, le tenir hors d'état de nuire. Il y a des viols commis parfois par les membres de famille de la victime elle-même. C'est des choses qu'il faut dénoncer, attraper les violeurs et les emprisonner. Il faut également arrêter les arrangements en famille. Et ce que les gens cachent en famille, c'est encore plus grave. La société sénégalaise est une communauté respectueuse des valeurs morales et physiques. Nous ne cesserons jamais de le dire et donc à nous de dénoncer les criminels cachés derrière le masque pour enfin vivre dans un monde d'hommes et non un monde de pervers. Parce qu'elles sont des femmes, les victimes des féminicides sont de plus en plus nombreuses ces dernières années dans la société sénégalaise. Mercredi dernier, à la Maison de la Presse, les associations féministes ont joint leur force afin de tirer la sonnette d'alarme face à la recrudescence des cas de féminicide. Nous suivons Maïmouna Astouba. Nous sommes réunis ce mercredi 26 octobre 2022 pour joindre nos voix en tant que membres de la société civile, appartenant à des organisations féministes, des organisations féminines, afin de dénoncer publiquement la recrudescence des cas de féminicide au Sénégal. Il est malheureux de constater qu'au Sénégal, qu'entre janvier 2019 et mars 2020, pas moins de 21 meurtres de femmes ont été enregistrés. Au premier trimestre de l'année en cours, 5 femmes ont été tuées. Et l'année 2019 a été, comme vous le savez bien, la plus meurtrière pour les femmes. Entre janvier et novembre 2019, on a répertorié quand même 14 cas de meurtre de femmes, répertoriés par le comité de lutte contre les violences faites aux femmes, que vous connaissez bien le CNVF. Si nous nous référons quand même aux statistiques les plus récentes, le taux de prévalence des violences faites aux femmes et aux filles en voisine, 60%, varie d'une région à une autre. Comme vous le savez, la région de Diourbel, c'est la région qui vient en tête avec 80% donc, de femmes victimes de violences. Dakar enregistre 55% et Saint-Louis 45%. Cette étude est réalisée donc par GEST, que vous connaissez, qui est à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui en 2016 déjà nous indique que ces violences sont exercées par des hommes sur des femmes âgées de 2 à 77 ans. Il est honteux aujourd'hui de remarquer encore une fois la manière dont les médias traitent les informations sur les féminicides et les violences faites aux femmes en général. On peut lire comme titre « Crime passionnel » ou lire des récits effroyables de violences sexuelles. Ce type de traitement déresponsabilise les agresseurs sexuels. Un nouveau programme dénommé Jigéen Mooy Leer, initié par le ministère du Pétrole et des Énergies, avec notamment l'appui du Millennium Challenge Account Sénégal, a été lancé ce 26 octobre à Dakar. Le programme ambitionne d'accompagner 50 jeunes femmes à des postes de stage dans le secteur du pétrole et des énergies. Nous suivons. Important dans un premier temps de s'assurer que le programme est solidifié. Et donc, dans la phase pilote, nous allons travailler avec 50 stagiaires
On va s'assurer que ces 50 stagiaires vont être bien encadrés dans les sociétés d'électricité, dans les sociétés d'énergie au niveau du Sénégal. Et à l'issue de l'encadrement, à l'issue du stage, on va également lancer un processus de monitoring. On va les accompagner pour essayer de trouver, dans la mesure du possible, des emplois pérennes. Maintenant, on est dans une phase pilote, comme je dis. L'idée maintenant, c'est de voir comment, au-delà du secteur de l'énergie même, s'assurer que l'ensemble des secteurs aujourd'hui, au niveau du Sénégal, comprennent cet état de fait et que les efforts qu'il faut faire doivent être faits, se fassent, pour que justement, on ait plus de femmes dans l'ensemble des secteurs d'activité aujourd'hui au Sénégal. La participation et des opportunités des femmes entraîne des économies plus fortes à la fin. Donc, MCC est très fier de supporter, de soutenir et de financer ce programme de stage qui s'appelle Jigen Moiler, qui est vraiment un programme qui va donner les opportunités aux jeunes femmes dans le secteur d'énergie par des stages. Et on est très fiers d'être en coordination avec le ministère de l'Énergie et aussi MCA dans la mise en œuvre de ce programme. Je vous le disais dans le sommaire, plus que 3 semaines nous séparent de la plus belle compétition de foot au monde. Les Sénégalais attendent impatiemment la publication des listes des sélectionneurs nationaux, et notamment Aliou Cissé, le Sénégal. Et malgré le changement à la tête du ministère des Sports, les amateurs et amoureux du football ont toujours la confiance sur le sélectionneur El Tactico. Le micro-trottoir est signé Pendagay Abdelaziz Gueye. On a toujours confiance en Aliou Cissé. On attend encore la liste des joueurs. On est très confiant vraiment que ça se déroule comme la dernière fois à la CAN, et on prie pour que la coupe nous revienne. Si Aliou Cissé fait ce qu'il doit faire et que nous aussi nous soyons unis derrière lui, j'espère que ça ira et on aura le trophée, Inch'Allah. Bien sûr, j'avais toujours confiance sur lui, parce que bon, quelqu'un qui a amené le coupe, ce qu'on rêvait depuis des années, on ne l'a jamais eu. Bon, parfois, quand même, l'équipe qui gagne, on ne le change pas. Même si ce n'est pas le sujet, mais je vais mettre un peu ce que le président de la République a fait, monsieur le président Macky Sall. Bon, il ne devait pas mettre Matarba, il ne devait pas le changer, quoi. Il devait laisser Matarba aussi rester dans le même ministère et aussi accompagner les Lions aussi. Mais j'ai toujours confiance sur Aliou Cissé aussi. J'ai confiance en Aliou Cissé parce que grâce à lui, vraiment, on a eu le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Je félicite les joueurs, plus particulièrement Sadio Mané. C'est un joueur qui a montré une autre image dans le foot national et international. Sinon, d'habitude, je ne regarde pas les matchs de foot, mais vraiment à cause de Sadio Mané, j'ai commencé à suivre les matchs. Puisqu'on parle de préparation pour la Coupe du Monde Qatar 2022, initialement, il était question de 300 personnes qui constituaient la délégation sénégalaise devant se rendre à la Coupe du Monde 2022. Mais lundi dernier, lors de son face-à-face avec la presse, le ministre des Sports a annoncé un nouveau chiffre, celui de 327 personnes. Nous suivons. La délégation du Sénégal sera composée de 327 membres, plus précisément 26 joueurs, 29 membres de l'encadrement technique et administratif, les officiels et invités de l'État du Sénégal, ministère des Sports et de la Fédération sénégalaise de football, les membres des familles des joueurs qui seront au nombre de 52, 150 supporters, dont 80 du 12e Gaïndé, 40 de Alekaza et 30 de l'ASC Lebougui de Rufisque, des journalistes et techniciens des médias. Mais c'est hors catégorie, c'est en dehors des 327, la presse. Les joueurs et l'encadrement technique seront toujours logés au camp de base. Toutes les dispositions sont prises pour assurer aux Lions un encadrement technique de qualité au Qatar. Accompagné de son Excellence l'ambassadeur, de ses services et du staff de la FIFA, les membres de la délégation ont visité le site mis à la disposition de l'équipe nationale par la FIFA. Il y sera mis à la disposition de l'équipe nationale le staff technique, l'encadrement administratif
de la délégation du terrain d'entraînement en gazon naturel, 60 chambres, une grande salle pour les rencontres des joueurs et visiteurs, des salles utilitaires, salles de réunion, cuisine et autres. Et puis, après une assez longue période d'absence de 2017, à nos jours, Sonatel Orange a décidé de renouer avec le championnat professionnel sénégalais à travers un nouveau partenariat. Sous la houlette, bien entendu, du président de la Fédération sénégalaise de football, en l'occurrence Maître Augustin Senghor, les deux parties ont trouvé un terrain d'entente. Nous suivons successivement le directeur général Sonatel Orange et le président de la Ligue Pro. Je pense que la fédération aussi l'a toujours fait et le président Senghor et son équipe n'ont jamais baissé les bras. Il est naturel pour Orange, Sonatel, qui finalement, notre raison d'être nous, c'est être utile aux Sénégalais, de pouvoir aussi accompagner le sport, mais aussi le football dans ces éléments-là. C'est ce qui nous a conduit et je voudrais là remercier vraiment le président Senghor parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Il a beaucoup insisté dans le cadre des discussions que nous puissions également renouer avec la Ligue sénégalaise de professionnels de football. Et c'est ce qui va être fait, donc avec un contrat entre la Ligue sénégalaise de football et Orange Money pour les 4 prochaines années. Nous étions ensemble en 2009. 2 mandats olympiques, nous avons été ensemble, mais malheureusement en 2017, le contrat a été rompu. Vous l'avez dit, monsieur le directeur général, les grands amours, c'est les amours qui s'entretiennent. Comme vous disiez Wolof, nettali xeex la, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de jouer nettali. Et j'ai remercié le président Augustin Senghor. Augustin Senghor l'a dit à Doudou Portugala pour nous inviter à venir voir à Orange. Et je pense que c'est extrêmement important. Place à l'actualité internationale. Attaque de Tamou au Niger, une enquête indépendante réclamée par les associations de la société civile. En France, le débat public s'ouvre sur le nucléaire malgré les intentions affichées du président Emmanuel Macron. Au Brésil, le dernier débat télévisé, c'était vendredi soir avant le deuxième tour de la présidentielle de demain. Au Niger, des organisations de la société civile demandent une enquête indépendante sur les événements de Tamou. Selon le ministère de la Défense, 7 terroristes ont été tués lundi 24 octobre près d'un site d'orpaillage clandestin, proche de cette localité du Tillabéri à l'extrême sud-ouest du pays vers le Burkina Faso. Les frappes ont aussi fait 24 blessés. Une enquête doit déterminer leur lien avec les djihadistes, mais plusieurs organisations de la société civile mettent en cause cette version des faits et parlent de bavure. Quel avenir pour le nucléaire en France? C'est la question posée aux Français pour la Commission nationale du débat public. Un débat qui s'est ouvert ce jeudi et qui durera 4 mois sur l'avenir énergétique du pays, alors qu'Emmanuel Macron et EDF ont déjà fait part de leur intention, celle de construire 6 nouveaux EPR, des réacteurs nouvelle génération pour sortir des énergies fossiles et parvenir à la neutralité carbone en 2050. Le second tour de l'élection présidentielle au Brésil a lieu ce dimanche, mais dès ce vendredi soir, les deux têtes d'affiche, Jair Bolsonaro et Lula da Silva, vont être face à face pour un dernier débat télévisé très attendu. Au niveau des sondages, Lula aurait environ 6 points d'avance sur son adversaire, selon l'Institut Datafolha qui a publié le sondage le plus récent ce jeudi soir. La tendance est plutôt favorable à Lula puisqu'il y a une semaine, l'écart n'était que de 4 points. Maintenant, place à la page sportive. Dans un entretien avec la BBC Afrique, le portier sénégalais, les Queen Park Rangers, a évoqué la prochaine participation des Lions à la Coupe du Monde 2022.
Après une patience interminable, le jeune Sénégalais Samba Diallo a enfin disputé ses premières minutes avec le Dynamo Kiev sur la pelouse pardon, de l'AEK Larnaca en Europa League jeudi soir. Ligue 1 française, Habib Beye figure dans la shortlist de Brest pour remplacer Michael Der-Zakarian. Les détails avec Pendagé. Nous démarrons l'actualité sportive avec Sénétou Moutoudian qui est auteur d'une très bonne partie de saison avec son club de QPR. Actuel deuxième de championship, s'apprête à disputer son second tournoi majeur avec l'équipe nationale du Sénégal, la Coupe du Monde. Le portier de QPR s'est confié dans un entretien accordé à la BBC Sport Afrique. Ainsi, il évoque les chances du Sénégal au Qatar. Chaque match est difficile, mais je pense qu'avec l'équipe que nous avons, on peut gagner n'importe quel match à la Coupe du Monde. Et puis l'émotion était sans doute au rendez-vous pour le jeune ailier gauche sénégalais au moment de remplacer Bolodimir Chepeliev à la 83e minute du match entre l'AEK Larnaca et le Dynamo Kiev, 3 buts partout, comptant pour la 5e et avant-dernière journée de Ligue Europa. Après avoir longtemps patienté avec les U19 puis ensuite sur le banc, le jeune Sénégalais a été enfin lancé par l'entraîneur du club ukrainien. Enfin, pour suppléer à son désormais ex-entraîneur, Michael Der-Zakarian, le club breton cherche un jeune entraîneur pour remettre à l'endroit le club breton mal classé en Ligue 1. Ainsi, pour repartir de l'avant et mettre un terme à un spirale négative en championnat, le club breton a dégagé une courte liste de 3 noms dans laquelle figure Habib Beye. À noter qu'avec le Red Star dont il est entraîneur, Habib Beye occupe la 8e place de Ligue 2 avec 3 victoires, 5 nuls et 2 défaites après 10 journées. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Penda pour ces explications, mesdames et messieurs. Voilà qui met enfin à cette hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.